AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Oh, bonjour, petite inconnue. Bonjour Félicia. Félicia? Oh non, moi je suis la bonne fée. Bienvenue au royaume magique de Le O. royaume de O. C'est étrange, peut-être que tu veux parler du royaume de O. Non, je sais bien de quoi je parle. Du royaume de O. O-H. Et les habitants de ce royaume sont tous très heureux. On est tous très heureux. C'est grâce à toi. Tu as anéanti le maudit pirate de l'Est. Oh mais j'ai pas fait exprès. C'est une coïncidence si la J'ai maison... dit que c'était grâce à toi, d'accord? Et maintenant, tu peux lui prendre ses bottes. Il y a 4 ans, une vision commune prenait vie. Carmine, quel est votre métier? Construite sur la passion, l'ambition et l'envie de marquer l'e-sport. Victoire après victoire, clic après clic. Aujourd'hui, Logitech G et Carmine Corp. Ce n'est pas juste un partenariat. C'est une vision gravée dans l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voilà la voix. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Heredia. Elle est comédienne voix off et elle a été streameuse aussi. Aujourd'hui, elle va nous parler du métier de voix off, sa vision, son expérience, ses réflexions. Salut Cécile, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Eh ben ça va, merci. Ouais, Merci d'avoir accepté l'émission, c'est très sympa. avec plaisir. C'est chouette. C'est toujours chouette de parler du métier. Eh ben, t'as l'habitude en plus. Tu l'as fait à maintes reprises, donc Ouais. on va essayer de pas forcément faire de doublons, de pas. J'ai essayé de Non, préparer au mieux après, cette émission. c'est toujours. Il y a certaines choses qui sont toujours nécessaires parce que bah voilà, tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc il y a souvent des redites dans les interviews, mais ça va, j'ai l'habitude. Ouais, bon, j'ai essayé de préparer ça au mieux en tout cas. Bon, je vais te présenter juste, voilà, 2, 3 petites minutes. T'as animé la chaîne Twitch Sibou, qui a Ouais, été suivie par plus de 8000 personnes où tu partageais en live les coulisses du métier de voix off en home studio. T'as été très présente en tant que streameuse et j'invite les gens vraiment à. On va pas forcément parler aujourd'hui du côté stream, on va parler vraiment du métier de voix off. Donc j'invite vraiment les gens, et je mettrai en description tous les liens dans la vidéo. De tous les liens, ton lien Twitch, YouTube, etc. Sur YouTube, tu es très actif, tu fais même des vlogs. J'ai vu que tu avais tourné ouais, en plus en Corse avec Sarah Pereira, qu'on embrasse, comédienne exactement. voix aussi. Sarah qui est venue en De... vacances une petite semaine ici, c'était il y a 2 ans déjà, mon Dieu. Il paraît que Oui, c'était j'ai hier, mais vu, pas du été tout. 2023, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ouais, c'était très chouette, ouais, j'ai vu ça et voilà, on l'embrasse, Sarah, et t'es invité. Et quand tu veux, tu viens dans l'émission aussi. T'as animé une émission d'ailleurs qui s'appelle J'irai streamer chez vous. Oui, T'as lancé le podcast No Name, dans lequel tu reçois des artistes. T'as reçu Estelle Hubert, Harry Peer aussi, Harry Peer, je le prononce bien. oui, Ça, c'est super. ça, Alias Louise, qui est une youtubeuse qui est spécialisée dans les vidéos de relaxation, le plus de 70 000 abonnés. Et elle est basée en exactement. Corse aussi, comme toi. Oui, exactement. Il y a un petit vivier ici, hein. J'ai Ouais? un voisin aussi, enfin voisin. On habite à 20 minutes de route, qui s'appelle Nicook et qui fait de la création de contenu pâtisserie sur les réseaux sociaux, parce que lui est pâtissier à la base. Il fait du contenu aussi familial avec ses enfants, parce qu'il fait beaucoup de cuisine avec ses enfants. Et j'ai travaillé avec lui pas plus tard que dimanche sur une émission en direct sur sa chaîne YouTube. Et ouais, il y a des gens créatifs en Corse ici. Ouais. Ils sont très très présents en Corse. Super. Ton site internet est très complet aussi. On retrouve beaucoup déjà d'éléments sur ton parcours, dans tes contenus, etc. Et y compris une interview de toi-même sur ta propre chaîne. Ça, c'est fort. Oui. Bah, en fait, sur Twitch, on me demandait souvent, on me posait souvent les mêmes questions. C'est quoi ton parcours? Comment on fait pour faire ce métier? Etc., etc. Donc, au bout d'un moment, ça fait partie du métier de streameuse, c'est-à-dire que comme dans les interviews, tu répètes souvent les mêmes choses parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui te découvrent. Maintenant, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo où je raconte tout ça et au moins je peux renvoyer les gens et j'arrête d'être
un perroquet qui répète sans cesse la même chose. Bah écoute, j'invite vraiment en tout cas les gens à aller voir tout ce que tu fais, ce que tu as pu faire. Vraiment, je mettrai tout dans la description de la vidéo. Bah écoute, est-ce que tu peux nous dire comment tu as appris et quand tu as appris ce que c'était qu'une voix off et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier, s'il te plaît? Alors, comment j'ai appris le métier de voix off, ou en tout cas découvert ce métier? Bah, je pense déjà que bah, moi, je suis née début des années 80. Donc, c'était l'âge d'or de la radio et de la télévision. En tout cas, mes parents écoutaient beaucoup la radio. Il y avait toujours la télévision qui tournait en fond quasiment. Bon, pas sur des émissions de divertissement. Ils étaient plus dans l'information, les émissions historiques ou du Thalassa, voilà, à l'époque qu'on avait. Et donc, j'ai toujours été passionnée par surtout la télévision, à vrai dire. C'est vrai que mes parents étaient aussi abonnés au Télérama, tu sais? Ouais. Et donc du coup, je découpais les articles sur, surtout sur les acteurs, sur la radio, la télé, tout un peu les coulisses, des métiers artistiques, ça me passionnait énormément. Et puis, pour la faire courte, j'ai été en études supérieures, donc à la Sorbonne, en médiation culturelle et communication. Et c'était une filière qui s'orientait plutôt vers les métiers de l'art, mais dans le sens s'occuper d'une galerie d'art, travailler dans des musées, dans des directions régionales d'affaires culturelles. Et moi, c'était pas du tout quelque chose qui me faisait envie. J'avais pris un peu cette filière par dépit parce que c'était la seule qui me parlait sur le papier. Et puis, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas trouver un stage, parce qu'on devait faire un stage en deuxième année à la télé ou à la radio. Et j'ai découvert que, il y avait une radio locale à côté de chez moi, donc en région parisienne, qui cherchait des stagiaires. Mm. Et pour moi, ça a été la révélation parce que déjà, habitant en région parisienne, je ne savais pas du tout que les radios locales existaient. Parce que bah, quand on est à Paris, on a la chance d'avoir toutes les radios nationales qui captent super bien. Donc, tu te poses pas la question. T'écoutes Énergie, Skyrock, France Inter, voilà, tout ça, ça passe très, très bien. Et les radios locales sont aussi beaucoup plus noyées dans la masse, ce qui n'est pas du tout le cas en région, où Mm. certaines radios locales et régionales ont beaucoup plus de poids et d'importance que certaines nationales. Et donc, bref, bah, je suis rentrée dans cette radio en tant que stagiaire pour m'occuper des relations des maisons de disques, essayer de voilà, négocier des opérations. On fait gagner des CD de Christophe Maé et en même temps, et ben voilà, on parle du nouvel album de Christophe Maé sur l'antenne. Et en fait, quand j'ai passé mon entretien, la personne qui m'a fait passer l'entretien de stage a dit: «Ah, t'as une voix intéressante, t'as déjà pensé à faire de la radio?» Je dis: «Bah non, pas du tout». Heu enfin voilà, ça m'avait jamais traversé l'esprit de moi-même être animatrice. Et du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, ils m'ont appris le métier d'animatrice radio. J'ai fait quelques publicités pour dépanner parce que dans les radios locales, tu fais toujours un peu de tout. D'autant plus que j'ai travaillé avec eux plusieurs années puisqu'ensuite ils m'ont pris en alternance. J'ai changé de formation, d'études supérieures, pour aller dans un cursus en alternance. Et donc, après, j'étais assistante commerciale la journée, animatrice radio. Je faisais du voice track. Je faisais donc de temps en temps de la publicité. J'écrivais de la publicité. Je commandais les voix aux comédiens. Donc là, c'était mon vrai premier rapport à la voix off, pur et dur. C'est-à-dire que, bah voilà, j'avais des comédiens que je sélectionnais, que je faisais rentrer dans notre casting pour faire nos publicités parce on produisait pas tout en interne, mais par contre, on faisait la sélection des voix et le contrôle qualité avant de l'envoyer au studio qui allait faire la production sonore du spot publicitaire. Donc voilà, ça c'est vraiment le tout début de ma rencontre avec la voix off. Ok, donc une partie direction artistique, quoi, en fait, finalement. Ouais, parce que on était très exigeants à ce moment-là sur la qualité des comédiens. Parce que justement, il fallait rivaliser, il fallait pouvoir rivaliser avec les radios nationales et donc ne pas trop dénoter. Et ça a vraiment toujours été une ligne directrice des gens qui étaient à la tête de cette radio à l'époque. C'était d'avoir des publicités qualitatives
pour bah voilà, qu'on ressemble le plus possible à une radio nationale et que ça fasse pas la pauvre petite radio locale un peu pourrie avec des spots faits au téléphone portable. Bon, même si à l'époque, on pouvait pas faire des spots au téléphone portable parce que la qualité n'était pas du tout présente. Non. Mais du coup, voilà, que ce soit le plus qualitatif possible. Et donc, effectivement, je sais que j'ai refusé des comédiens, notamment parce que, par exemple, ils ne jouaient pas la comédie. C'était très bizarre, hein, dit comme ça, mais ils ne faisaient que des spots institutionnels. Et quand je leur envoyais des dialogues, ils me disaient: Ah non, mais moi, je fais pas de dialogue. Bah, alors, on peut pas bosser avec toi, désolé, parce que nous, on a besoin de comédiens qui sont bah, comédiens déjà et polyvalents, et parce que on reste une petite radio. Et donc, du coup, on peut pas se permettre, enfin, on n'a pas envie de te commander un spot par mois. Enfin, c'est pas une super collaboration, autant qu'on t'en commande 4, 5, ce qui est déjà beaucoup pour un seul comédien sur une petite radio locale. Donc oui, oui, il y avait ce côté direction artistique. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi, que après, j'ai facilement été embauchée chez Skyrock, parce que par la suite, j'ai travaillé 3 ans chez Skyrock à la planification publicitaire. Et j'étais en charge justement du contrôle qualité des spots, parce que mon travail était de planifier la publicité locale des antennes de Skyrock. Donc Skyrock Lille, Skyrock Marseille, Skyrock Bordeaux, Lyon. Je me souviens même plus, c'était il y a tellement longtemps. Et donc du coup, il y avait la même exigence, puisque bah, là, c'était une radio nationale où il y avait l'écran publicitaire national, puis l'écran publicitaire local derrière, et il fallait pas du tout que ça dénote. Donc voilà, ça c'était mon premier boulot en dehors de la radio locale. Ouais, c'est ce qui t'a formé quelque part après sur le métier de voix, parce que de faire une direction artistique, de sélectionner les meilleures voix, Ouais, voilà, d'être vraiment à écouter plusieurs casting propositions, c'est comme ah ça que tu oui, sais ce qui est bon, pas bon, et ça t'a formé quelque part, t'as travaillé le mimétisme, donc ça t'a exactement. vraiment aidé à ta carrière Je derrière. suis Et un très ce bon qui est, perroquet. et ce qui est drôle, c'est que j'avais reçu, moi, l'épisode 4, Cyril à la bouvette. Ouais. Je sais pas si tu connais, qu'on Oui, on se embrasse. connaît avec Ah Cyril. ouais. Et lui, quand il a géré du coup une compagnie de radio bah, immédiat. Bah, d'ailleurs, oui, il a travaillé avec Estelle Hubert de toute façon. Oui, Et lui, c'est marrant, à l'inverse de ce que tu disais toi. Toi, tu disais que tu avais des comédiens qui étaient pas du tout comédiens et qui galéraient du coup à faire les spots radio. ouais, Lui, il avait justement des comédiens de théâtre qui faisaient des spots radio et ça n'allait pas non plus d'accord. parce qu'ils étaient trop, justement, Trop trop, bah, théâtre. trop théâtre, etc., quoi. Ah ouais. Donc c'est marrant parce qu'on a un petit peu, tu vois, les deux extrêmes, entre guillemets. Ouais, bah, faut savoir s'adapter aux spécificités de la voix. Enfin, parce que et plein de gens se disent, ah, faut avoir une belle voix ou faut super bien jouer la comédie. Mais en fait, non, il faut s'adapter aux médias sur lesquels Mm. tu communiques, et tu vas pas jouer de la même façon un spot publicitaire que une vidéo corporate, que du doublage, que bah, voilà, il y a des gens qui sont très bons en publicité et très mauvais en doublage. Et réciproquement, il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Voilà, vraiment, c'est le métier de la voix a plein de petites spécificités. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce métier, clairement. À quel moment tu t'es dit que ça y est, là je suis comédienne voix off, c'est sûr? Oh, avant de l'être vraiment, je pense. Parce que, Forcément, oui. non, je te dis ça parce qu'en fait, là, je suis en train de refaire mes démos. Et hier, je suis retombée sur une de mes premières démos et je me dis, mais comment mes clients, enfin les clients de l'époque, qui sont toujours des clients actuels, euh, ont entendu ça et m'ont fait travailler. C'est une catastrophe, vraiment, c'est C'est une vrai, hein. catastrophe. Quand on réécoute ce qu'on a Et fait il y a 2 ans auparavant, ouais, oh ça là fait peur des là, fois. là, Ouais. moi, ça date de 2011, pour te dire. Et je Ouais. me suis dit, waouh, devait pas y avoir grand monde sur le marché pour qu'ils voient que j'ai un potentiel Et il y de. avait moins de monde avant 2020, ça c'est clair, de toute façon. Ah ouais, non, non, c'est vraiment. Mais en tout cas, moi, effectivement, je me suis formée toute seule à l'oreille, et parce que j'aimais ça et parce que j'ai toujours aussi pris des cours de théâtre depuis que je suis petite.
en amateur, hein. J'ai jamais fait de grandes écoles de théâtre, mais du théâtre, j'en ai aussi toujours fait. Et je savais aussi que dans le milieu de la radio locale, il manquait énormément de gens qui savent interpréter des textes, notamment du dialogue, bah, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc là, je me suis dit, OK, vas-y, lance-toi, parce que j'étais arrivée à un moment à Skyrock où je m'ennuyais énormément et où il n'y avait pas du tout de perspective d'évolution. Et je me suis dit, bon, je me lance, on verra bien si ça fonctionne. Et ça fonctionne maintenant. Ensuite, avoir ta légitimité dans le métier, en tout cas te sentir légitime de faire ce métier, quand en plus tu as un parcours comme moi où tu n'as pas eu de formation spécifique. Alors après, maintenant, il y a des formations spécifiques au métier de voix off, mais je pense que c'est pas ça qui fait de toi une bonne voix off, ou un bon comédien voix en tout cas. Euh, je pense que ça a pris quand même du temps, justement, parce que même si j'étais très confiante au départ en mode, OK, ma force, c'est de savoir jouer la comédie, donc je vais aller là-dedans. Mais je savais aussi que j'avais ce petit syndrome de l'imposteur en mode, je sors de nulle part, j'en ai jamais fait avant, et d'un coup, je me dis, ça va être mon métier à temps plein. Et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de travailler tout de suite parce que bah, les clients que j'avais chez Skyrock m'ont tous fait travailler tout de suite. Hmm. Ok, Donc ça j'avais s'est déjà une enchaîné, hein. dizaine Hmm. voilà, de studios avec lesquels j'ai travaillé. T'es mon Euh, 12e invité, et 12e, ouais. ouais. Et tout le monde m'a parlé du syndrome de l'imposteur. À Ah chaque ouais, interview, je te jure, c'est c'est fou. incroyable. Ah, Ouais. c'est fou. Ouais, non, c'est... Bah, parce que c'est pas un métier, je pense justement que tu apprends à l'école, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et puis, ce métier de comédien home studio, en tout cas, parce que c'est ce que je fais en majorité, même si je travaille également en studio. Ouais, tiens, je voulais en parler justement, c'était ma prochaine question, désolé, je te coupe. Ouais, je Toi, t'en tu prie. bosses en home studio, mais aussi en studio parfois. Qu'est-ce que tu Oui. préfères? Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Ah, Et d'ailleurs, pourquoi? Et est-ce que tu as des rituels ou habitudes avant une session d'enregistrement? ça Bah, disons dépend. que c'est quoi les avantages et inconvénients pour toi en studio, en studio? Alors moi, si je dois être 100% franche, je préfère 100 fois bosser en studio qu'en home studio parce qu'il y a vraiment un échange avec les ingé Mhm. sons, les directeurs artistiques et directrices artistiques. Et donc voilà, moi, c'est vrai que le métier de comédien au studio est très solitaire. On est tout seul devant notre ordi, devant notre micro, à répondre à des commandes. Et donc, voilà, cet échange-là pourrait me manquer au quotidien. Après, je souffre pas du tout de la solitude parce que je suis quelqu'un qui supporte très bien d'être solo. Mais je pense que les deux ont leurs avantages et inconvénients parce que bah, c'est pareil, être comédien home studio, ça te permet d'organiser ton planning comme tu veux. C'est très bête, mais d'aller prendre tes rendez-vous médicaux à n'importe quel moment de la journée, d'aller faire tes courses, de faire ton ménage, etc. Enfin, voilà, d'avoir une organisation vraiment de chef d'entreprise où tu maîtrises à 100% ton emploi du temps. Mhm. Donc, je pense que j'aime autant l'un que l'autre. Ce qui me manque en home studio, c'est l'échange humain, parce que je fais aussi quelquefois En des session séances dirigée, oui. dirigées, mais pour ma part, en tout cas pour l'instant, c'est beaucoup plus rare. Ok. Et puis après, en studio, je vois pas trop d'inconvénients au studio, à vrai dire, parce que tu viens vraiment faire uniquement ton métier de comédien Oui, ah et ouais, oui, voilà, c'est clair. tu mets T'as les l'ingé pieds sous la... son, t'as tout. Ah ouais, Voilà. ouais. Bah, c'est Comme... pour ça que des fois ça dure 20 minutes, 30 minutes. Alors, si ça dépend du contenu, évidemment. oui. Mais quand c'est une pub, ouais, ça va vite, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Deux, trois Ça va prises et super après ils se vite. démerdent. Voilà. Mm, mm, Donc, mm. oui, et en studio derrière, on est obligé de voilà, tout recouper, renettoyer, oui, bien sûr. Clairement. Hmm. Et voilà. T'as été très active du coup avant avec ton métier voilà, ton activité en tout cas de streameuse sur Twitch, YouTube, les podcasts, etc. Est-ce Ouais. que pour toi tu trouves que ça a nourri ton métier de voix off ou que t'es arrivé à un épuisement? Moi, ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait plus parler de ce métier parce que, en fait, à la base, moi, j'étais venue sur Twitch, comme tout le monde, pour streamer du jeu vidéo. Et puis, Mhm. en fait, j'avais pas mal de remarques sur le fait, ah, t'as une voix sympa et tout. Et je leur disais, bah, c'est gentil, les gars, c'est mon métier. Et donc, je leur disais, un jour, je vous montrerai. Et à partir du moment où j'ai franchi le cap de montrer le métier, je me suis rendu compte qu'on était totalement invisible, que les gens ignoraient
qu'on existe, notre existence. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de montrer que c'est possible, alors que ça demande énormément d'investissement, mais de travailler de chez soi et de faire ça à 100%. Et Mm. du coup, ça l'a nourri dans le fait que peut-être j'arrivais à un moment où voilà, j'étais trop justement toute seule chez moi à bosser. Et ça m'a donné une interaction sociale d'être sur Twitch. Je pense pas que ça a vraiment nourri mon métier de comédienne dans le sens où, ouais, voilà, ça l'a pas spécialement nourri, mais par contre, ça a nourri ma soif de créativité et de faire autre chose, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs choses, sinon je suis pas, je suis pas heureuse. Et donc, voilà, ça reste pour moi du divertissement, de l'artistique. Et je sais que quand j'étais plus jeune, avec des copines avec qui je faisais de la danse. On avait l'ambition on était très fans d'Eric et Ramsey. On voulait faire un duo de filles comme Eric et Ramsey. Bon, ça n'a jamais vu le jour, évidemment, parce qu'on avait 15 ans. Mais voilà, ce côté divertissement et faire rire les gens, moi, c'était ça que j'appréciais énormément Ouais, je sur voulais trop Twitch. faire ça avec un pote aussi, moi. J'avais Ah ces ouais. idées-là aussi de, ouais, je fais pas mal de choses aussi. J'essaie de vraiment, ouais, ouais, d'avoir le plus d'idées possible. Et j'avais eu cette idée aussi de vouloir faire ça, ouais. Des petits sketchs et tout, des petits courts-métrages, ouais, non. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? La collaboration, c'est-à-dire la personne. Parce que je dis un pote, je ne mentionnais pas un vraiment en particulier. C'était voilà de faire ça avec quelqu'un. Euh, je pense que comme toi, t'as peut-être manqué de soutien, peut-être de d'aide là-dessus, tu vois. Moi, je fais pas mal de choses, mais c'est vrai que des Ok. fois, j'aimerais bien avoir quelqu'un vraiment pour m'aider et être dans le même délire que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Et je pense que c'est peut-être le manque de soutien derrière et qui fait que j'ai pas fait ça. Toi, je sais pas, mais. Moi, c'était plus qu'on était vraiment très jeunes et que c'était vraiment une amie de danse et on n'était pas dans le même collège, le même, tu vois, on aurait été Hmm. dans la même école. Je pense que là, il y aurait eu une autre dynamique parce qu'on se serait vu vraiment tous les jours et on aurait peut-être commencé à écrire des choses et tout ça. Là, on se voyait bah, 2 fois par semaine pour les cours de danse classique quand on était jeunes. Et puis après, chacun a pris sa Hmm. route et ça n'a jamais vu le jour. Mais voilà, c'est vrai que c'était un truc qui nous tenait à cœur à l'époque, mais c'est des rêves de jeunesse. Est-ce que toi, tu penses qu'à l'ère moderne, avec la concurrence, le nombre de comédiens voix qu'il y a aujourd'hui, cet effet où on doit se montrer, il y a un côté marketing, pardon, Marketing, ouais. ouais. Est-ce que toi, le fait d'avoir créé ces contenus, outre le fait que voilà, t'es passionné, que t'avais envie de faire plein de trucs, etc., et que je voulais pas être dans l'ennui, est-ce que pour toi, c'était aussi une forme stratégique de vouloir te montrer et voilà, d'avoir ce côté marketing ou pas du tout? Et est-ce que tu penses que les comédiens doivent être visibles aujourd'hui pour survivre? Alors moi, c'était pas du tout une démarche marketing au départ, et même à l'arrivée, j'ai envie de te dire. Mais force est de constater que ça m'a quand même ramené des contrats. Mm. Voilà, des choses vraiment qui sortaient de nulle part. Typiquement, j'ai fait la voix off d'une série documentaire sur Arte parce que j'avais un de mes viewers qui bossait sur de la 3D et des effets spéciaux dans une boîte. Et un jour, il m'a envoyé un message en disant: «Ah, on cherche une voix pour notre prochain documentaire. On vient de nous donner les caractéristiques. Je suis sûre que ça irait trop bien. Envoie ta démo à telle adresse.» Et donc, j'ai eu le taf comme ça. Mais à la base, de la base, non, pas du tout. Et je pense honnêtement pas que ce soit indispensable d'être sur les réseaux sociaux pour travailler. Pas du tout. Je pense que pour moi, le plus important, c'est vraiment le démarchage. Mm. Euh, En tout cas, ma visibilité sur les autres réseaux à part Twitch ne m'a jamais rapporté aucun contrat. Euh, Ni sur Facebook, ni sur... en plus, c'est un réseau que je délaisse totalement. J'ai pas assez travaillé mon profil LinkedIn pour dire que ça m'a rapporté quoi que ce soit. Euh, à part voilà, des anecdotes
Mais qui n'arrive qu'une fois dans une vie, c'est-à-dire qu'une directrice artistique m'a appelée le jour où j'ai changé de couleur de cheveux en me disant, ah, moi aussi j'avais les cheveux roses avant, je suis sûre on va trop bien s'entendre. T'es dispo jeudi prochain? Bon, voilà, ça n'arrive jamais. Mais au-delà de ça, je pense pas. Je sais on est énormément à faire ce métier, mais que je pense pas que ce soit les réseaux sociaux qui vont te permettre d'asseoir ta stratégie marketing et de te permettre de vivre de ce métier au quotidien. Pas du tout. Bah, quel est ton regard, toi, aujourd'hui, sur les plateformes de casting? Est-ce que tu les utilises encore ou est-ce que tu as des clients maintenant tellement réguliers que du coup, t'as pas besoin de nouvelles clientèles ou pas forcément nécessité de faire des castings? Voilà, quel est ton regard aujourd'hui et comment tu Et, gères un petit peu ton quotidien maintenant dans le ouais. métier? Bah moi, comme je te dis, mon quotidien, il est particulier parce que comme je viens de la radio locale, Hmm, j'ai énormément développé ma clientèle autour de ça. Ce qui fait ok. qu'aujourd'hui, j'ai pas de statistiques précises, mais on va dire que 90-95% de ce que je fais sur mon activité home studio, c'est de la radio locale. J'ai été, il y a longtemps de ça, près d'une dizaine d'années sur les plateformes de casting type Voice 1, 2, 3. Je crois d'ailleurs que c'est la seule plateforme de casting que j'ai fait parce que bah, toi tu le sais, mais ce sont des plateformes donc, qui sont payantes aux alentours de 150 ou 200 euros l'année. Donc après, il faut que ce soit rentabilisé, il faut décrocher les castings. Il y a effectivement beaucoup de monde, ce qui fait qu'il faut être très réactif. Si tu t'envoies pas ta démo dans les 5 premières, à mon avis, bah, tu n'as aucune chance d'être écouté par le client qui va pas s'amuser à écouter 50 démos pour trouver la perle pour sa marque. Donc, je l'ai fait quelques années. J'ai arrêté de le faire parce que justement, pour moi, c'était pas rentable. Euh, Hmm. et, euh, là, je me pose la question de tester d'autres plateformes sur lesquelles je suis pas encore, j'ai jamais été inscrite de type Bodalgo. Et je sais aussi qu'il faut énormément faire le tri sur ces plateformes parce que il y C'est a à payant, boire et à Bodalgo manger. aussi, hein, Oui, oui, Bodalgo, c'est aussi payant, mais je veux J'y dire, suis et voilà, il y a l'abonnement pour répondre au casting, de toute façon. Donc, oui, voilà, comme mais toutes beaucoup. ces plateformes fonctionnent de la même façon, Hmm. ou quasiment. Parce que ça, ce sont des plateformes qui postent des castings auxquels, du coup, tu réponds. Et donc, je disais, il y a à boire et à manger parce que, bah, en fait, tu vas avoir des projets très bien payés et d'autres très mal payés. Et le problème du métier de comédien voix off home studio, c'est que, bah, il y a pas de législation, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de tarifs réglementés et que, donc, des nouveaux qui peuvent arriver dans le métier peuvent accepter des contrats sur ce type de plateforme en ignorant totalement les prix du marché. Et en fait, ça peut entretenir euh, ben, un nivelage un peu par le bas de certains projets. Donc voilà, moi je réfléchis actuellement à essayer à me réinscrire sur ce genre de plateforme parce que bah, ça reste un vivier de clients que peut-être tu n'aurais pas réussi à capter autrement, simplement par un démarchage téléphonique ou mail. Mais voilà, je pense que ça va être à titre indicatif. Je vais faire ça peut-être une petite année pour voir si c'est rentable. Hmm. Mais bon, je pense que vraiment le vrai démarchage, se créer une base de données, pardon, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que toi, ça te frustre quelque part? C'est vrai que souvent, ceux qui viennent de la radio, on les prend souvent que pour des spots radio. Et puis tu vois, ils sont catalogués spots radio. En tout cas, de mon impression. Est-ce que toi, il y a une frustration par rapport à ça? De te dire, bah ouais, mais bon, je fais de la radio, mais bon, je suis capable aussi de faire de l'institutionnel, je suis capable de faire de la comédie. Ouais. Euh, et comment tu vois un petit peu aussi bah, l'avenir du métier, avec ce que tu disais justement, les gens qui cassent le marché, l'IA, est-ce que tu vois comme un danger, une opportunité, un outil? Alors, je suis pas frustrée parce que bah du coup, oui, je fais que ça chez moi, mais en dehors, je ne fais pas que ça. Après, c'est vrai que malheureusement, quand tu débarques en studio d'enregistrement pour du doublage ou d'autres projets un peu plus importants, bah, c'est difficile de parler du fait que tu sois comédien home studio parce que effectivement, il y a tout un pan de la profession qui va te coller cette étiquette
et qui va partir du principe que t'es pas un vrai comédien ou que tu sais pas jouer la comédie parce que tu fais de la pub. Bon, voilà, je milite pour que tout ça change et justement essayer de faire en sorte que les deux milieux se rejoignent. Après, moi, maintenant, autant tu m'aurais fait la même interview il y a 10 ans, j'aurais pas tenu ce discours-là, mais je sais ce que je suis capable de donner, je sais aussi ce que je suis pas capable de donner, et donc je vais pas aller me mettre dans un bourbier sur un projet sur lequel je vais pas correspondre du tout. Mais je suis pas frustrée de ce côté-là parce que, bah, en l'occurrence, je sais par exemple que je pourrais faire du doublage en home studio, mais pour moi, éthiquement parlant, c'est pas correct. Donc, si je voulais, je pourrais jouer la comédie depuis chez moi aussi, et j'aurais pas pas de frustration par rapport à ça. En l'occurrence, je ne le fais pas parce que je trouve ça pas du tout éthique de le faire, parce que bah, déjà, t'es payé ras les pâquerettes, et en plus de ça, tu fais le boulot de comédien, de directeur artistique et d'ingé son. Enfin, pour moi, c'est pas chouette de faire ça. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Je sais aussi que c'est très difficile de vivre de ce métier. Donc, s'il y a certains comédiens qui sont obligés de faire ça pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est chacun selon ses ambitions. Et après, Ouais, pour l'IA. euh, Après, voilà, l'IA. l'IA, les tarifs, les gens qui cassent le marché et tout ça. Après, les gens qui cassent le marché, il y en aura toujours. J'en ai peut-être même fait partie à un moment donné parce que, bah voilà, t'es nouveau, tu débarques, t'as peut-être pas de copains encore dans le milieu à qui tu peux poser des questions. Bon, moi, je me suis très vite renseignée auprès justement de comédiennes et de comédiens que je faisais bosser, comme je t'expliquais avant. Je leur commandais des voix et donc quand je suis passée de l'autre côté, dès que j'avais une question, je les appelais au secours. Qu'est-ce que je fais avec ce produit? Combien ça se vend? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'avais cette volonté de ne pas casser le marché. Et je comprends que quand on est nouveau dans le métier, on n'ose pas forcément aller demander parce que on va se dire comment ça va être pris, voilà, et ils vont croire que je vais leur piquer leur boulot ou je sais pas quoi. Moi, je pars du principe qu'il y a du boulot pour les gens qui savent travailler. Voilà. Je serai jamais en concurrence avec une autre collègue féminine parce que, en fait, c'est la meilleure qui doit remporter le job et c'est comme ça dans ce métier. Si tu n'es pas capable d'intégrer ça et que tu nourris une part de jalousie ou de ne fais pas ce métier en fait. C'est un métier artistique qui est basé sur des castings. Donc en fait, sois contente pour tes copines qui décrochent quelque chose plutôt que de dire ah, fais chier, c'est encore elle qui. Remets-toi un peu en question. Ou même ne te remets pas en question parce que peut-être c'est juste ton timbre de voix, ton interprétation qui fait que bah, ça plaisait pas au client. Et c'est en ça aussi, je pense que moi, je fais pas partie des gens qui ont peur de l'IA parce que certes, je pense que l'IA va prendre une part de plus importante dans nos métiers, mais il pourra pas tout remplacer. L'IA pourra pas remplacer un comédien de doublage derrière une barre, c'est impossible. L'IA va peut-être finir par remplacer, peut-être sur certaines pubs, tu vois, avec des tons très monocordes, parce que c'est la mode pendant un temps. Ça, ok, mais sur de l'interprétation et du jeu pur et dur, voilà. Et puis en plus, à part le côté financier, je pense que la plupart des studios ont quand même une conscience et savent que si l'IA arrive pour remplacer les comédiens, finira par être là pour remplacer les ingé sons, pour remplacer tout le monde, et à ce moment-là, plus personne n'a de boulot. Et pour moi, ça n'arrivera pas. Ok. Non, il faut que ce Hmm. soit légiféré, évidemment, mais Exactement. Ouais, c'est ça. en vrai, je suis pas devin. Voilà, je te dis ça qu'on ne sera pas remplacé, en tout cas pas partout. Mais si un jour c'est le cas, bah en tout cas personnellement, je saurais rebondir et puis voilà, il faut savoir s'adapter à ce qui se passe, mais il faut aussi savoir, je pense, se serrer les coudes maintenant et marcher tous dans la même direction, que ce soit les comédiens qui ont plus l'habitude de travailler en studio sous statut d'intermittence et les comédiens au studio sous forme d'entreprise, Hmm. parce qu'on fait tous le même métier.
Tu fais le métier depuis du coup quelle année? 2011, 2010? Tu parlais de 2011. 2011. 2011. Est-ce que tu sens que depuis le Covid et l'accumulation de comédiens voix sur le marché, l'IA, etc., est-ce que tu penses que toi, est-ce que tu ressens une baisse d'activité? Et du coup, il y a eu des moments où tu as eu l'impression de stagner? Et si oui, comment tu as relancé ta motivation et ta détermination derrière? Alors, moi, l'année du Covid, j'ai fait ma meilleure année ever. Parce que bah, justement, les magasins avaient énormément besoin de communiquer sur le fait qu'ils étaient ouverts. Et depuis, bah, ça ne fait que baisser. Mais je pense pas spécialement que ce soit dû à l'arrivée des nouveaux comédiens sur le marché, parce que des nouveaux, il y en a toujours, même si évidemment il y en a de plus en plus, parce que euh, malgré ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas tellement de visibilité, n'empêche que les gens qui veulent faire ce métier, qui s'y intéressent, ils trouvent les infos et ils trouvent les écoles pour se former. Moi, je pense que c'est plus au niveau de la publicité que les annonceurs ont changé leur façon de communiquer. Là où ils communiquaient énormément en radio auparavant, ça va plus sur les réseaux sociaux. Moi, c'est maintenant que je commence un peu à stagner, justement, parce que j'ai besoin de me renouveler, parce que le cœur de ma clientèle, bah, c'est la radio, justement. Et en l'occurrence, là, ça fait un mois et demi que je travaille avec une assistante. Tu veux dire bonjour, c'est ça? Tu veux être dans l'interview aussi, Mimi, c'est ça? Tu dis bonjour, voilà, et après, tu nous laisses discuter. Bonjour! Euh, ouais, il voulait apparaître. Ouais, ouais, Pas elle demander droit à voulait. l'image, par contre. Ouais, C'est ça. C'est parce que les chats, ça marche super bien sur Internet, donc je te conseille. Ah ouais, bah Euh, écoute. euh, Et je sais même plus où j'en étais du coup avec ces bêtises, mais Tu tout dis que tu ça pour stagnais, dire ouais, un petit qu'on peu. parlait. Ah oui, voilà, c'est ça, que ça Mm. fait à peu près un mois et demi que là, je travaille avec une assistante qui m'aide dans tout ce qui est démarchage, mise en place d'une base de données, parce que quand on a une activité qui est déjà bien en place, avec des commandes qui sont quotidiennes et récurrentes, ben, c'est plus difficile d'arriver à dégager du temps pour démarcher justement des nouveaux clients. Et donc là, je suis justement dans une nouvelle dynamique d'aller justement chercher des clients que je n'avais pas avant, essayer de me diversifier un peu plus pour justement essayer de perdurer. Et parce que bah, on est aussi remplaçable et les gens peuvent se lasser de nous. Moi, je sais qu'il y a des clients qui m'ont fait la remarque en toute bienveillance, évidemment, où j'ai discuté avec eux en leur disant, mais il y a vachement moins de commandes qu'auparavant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Ou voilà. Et j'ai au moins deux clients qui m'ont répondu, mais en fait, on a tellement aimé ce que tu faisais et ce que tu fais, que au tout début, on a commencé de bosser avec toi, on t'a énormément commandé. Et là, les radios, ils en peuvent plus d'entendre Cécile Heredia. Donc, donc, il y a des nouveaux qui arrivent et qui prennent cette place-là. Et c'est normal. Et ça, je m'en doutais déjà en démarrant ce métier. Je me suis dit, ah, on n'a pas une date de péremption, mais il faut faire attention justement à toujours se renouveler et aller chercher les clients ailleurs pour pouvoir continuer de faire ça au quotidien. On va parler maintenant de sujets sur le partage, la transmission, des envies profondes. Est-ce que déjà tu formes les Non. gens à la voix off? Et est-ce que tu te verrais toi transmettre ou former un jour? Je pense que je me verrais pas transmettre parce que faut une fibre très pédagogique. Pas que je ne l'ai pas, mais que moi, j'ai tout là-dedans. Et pour le refaire ressortir avec des mots, pour que ce soit compréhensible par tout un chacun, je pense pas avoir cette faculté-là. Parce que pour moi, le métier de comédien, il est dans le cœur, dans les émotions. Et j'ai peut-être parfois du mal à voilà, transmettre à des personnes ce que moi, je ressens profondément. Et donc ça, c'est un autre métier. Ouais. Euh, donc non, je pense pas faire de la formation un jour. Et puis parce que c'est aussi un tout autre métier. À partir du moment où tu commences, je pense, à faire de la formation, bah, tu as moins de temps pour faire
ton métier de comédien. Ouais, Et forcément. Ouais. encore une fois, former des gens alors qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Je sais pas si c'est leur rendre service en fait. C'est surtout ça. C'est pas juste je veux pas former des gens parce qu'après il y aura encore plus de monde, Mm. j'aurai moins de boulot. Non, justement, Ouais. c'est par rapport à ce Non, que mais je après, disais. ça s'entend, hein, le côté retransmission, ce côté pédagogique. Hum, hum, On n'a hum. pas tous, hein, donc, Après, moi, j'aimerais bien, mais pareil, il faut beaucoup plus d'expérience dans le métier. Mais je pense par contre là que j'arriverai plus à être directrice artistique, par exemple. mais bah, tu l'as Euh, fait auparavant, quelque part en radio, quoi. ouais, c'est-à-dire que euh, par contre, quand je vais doubler un film, une série, un dessin animé, j'arrive très bien à capter ce qui se passe dans l'œil du comédien originel que tu dois doubler. Et du coup, je pense que j'arriverai là à capter les choses pour les retransmettre aux comédiens. Mais après, faire une formation de base sur de la publicité, par exemple, alors que c'est ce que je fais depuis toujours, de la publicité, je pense pas que, ouais, ça serait dans ma fibre. Ouais, il y a les formations, direction artistique, je crois, de mémoire. Ah bon? Ils proposent des formations, je crois, là-dessus. Je sais plus quel organisme ni rien, mais je crois que oui, mais après, je pense que un comédien expérimenté peut devenir directeur artistique du Oui, jour au puis je pense lendemain. que c'est pas des métiers que tu apprends à l'école. Enfin, Mm. je suis pas Ouais. très friande de toutes les écoles de voix qui pullulent partout. Si c'est pour te faire des contacts dans le milieu, pourquoi pas? Mais si c'est pour apprendre le métier et après espérer te dire, OK, j'ai fait une semaine de formation, 2 semaines, c'est bon, je peux être comédien voix, ou même une année, tu vois, je Mm. sais pas dans quelle mesure. Après, je suis pas à l'intérieur de ces écoles, donc je sais pas exactement tout ce qui s'y passe. J'en connais certaines, mais pas toutes. De me dire que tu apprends ton métier uniquement à l'école, je sais pas. Pour moi, c'est sur des planches que tu apprends ce métier-là et Ouais, bah comme tout pas secteur spécialement dans d'activité, les écoles. hein, on t'apprend Ouais. la théorie, mais au final, il faut pratiquer derrière Mm. et C'est ça. refuter et continuer, faire Toi, plein de choses. comment t'es arrivé dans le métier? On a droit de te poser des questions aussi pendant l'interview ou? Non, c'est que toi. C'est que moi? Ah mince, Ah ah là si. là. Après, c'est vrai que c'est, comme je dis souvent à la préparation d'émissions, c'est un exercice où il faut savoir être égocentré. C'est pas facile, tu vois. Ouais. C'est pas, c'est pas évident. C'est ce que je dis au début. Je dis, on va parler que de toi. Fais gaffe si c'est. Souvent dans une conversation, quand on est des gens un petit peu voilà, éduqués, civilisés, on va. Dès que ça va poser des questions sur nous, deux, trois questions, on va répondre, tu vois. Après, Bah, on va un dire, bah échange, et quoi. toi, ça va? Tu Ouais. vois, on va Un pas. vrai échange humain. Ouais, c'est mal vu de toujours parler de nous, de nous, de nous. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça aussi voilà, avec les amis, les connaissances, les gens que je rencontre, ça va être comme ça. On va me poser deux, trois questions, puis moi, je vais dire, bah oui, mais toi, si ça t'intéresse, machin. Que là, l'exercice de l'interview, c'est pas simple parce que faut être très égocentré, quoi. C'est Oui. pas évident. Après, moi, j'ai ce Mais j'aimerais bien défaut. faire un jour un podcast où on est plusieurs. Ouais, Ce serait à génial, ça. échanger. Ouais, Ah, ça va être trois, quatre, sympa, ouais. là. Ouais, ça peut être bien, ouais. Moi, Ça. moi, je sais que j'ai ce défaut du stream, c'est-à-dire que les émissions que je faisais, j'ai streamé chez vous et No Name, justement, je pense un peu comme toi là, c'est de s'intéresser au parcours des gens et donc du coup, j'ai Hmm. envie de poser des questions aussi, mais je me retiens très fort. C'est ça, ouais, je suis désolé. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un, je sais que t'es pas forcément dans la pédagogie, pardon, etc. Mais si toi tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi? De se lancer. Ah, en tant que comédien home studio, se lancer en tant que comédien au studio, bon courage. C'est pas un conseil, ça, Cécile, c'était pas du tout un conseil. Non, non, non. Il faut être préparé au fait que c'est un métier de chef d'entreprise. C'est un métier où tu vas pas faire que ton métier de comédien. Et ça, faut vraiment le prendre en compte parce que même si ce que tu vas faire en majorité, c'est de jouer et d'interpréter, etc., au début, ça va pas être le cas. Parce qu'au début, ce que tu vas faire, c'est te démarcher, te prendre des refus ou pas de réponse. Le plus souvent, pas de réponse plutôt que des refus. Ou des oui, oui, on te fait travailler, puis tu n'entends plus jamais parler de la personne. Et puis, une fois que ça fonctionne et que ça tourne, bah, tu as tout l'aspect comptabilité, euh,
envoi de factures, relance de clients, etc., qu'il n'y a pas, par exemple, dans le métier d'intermittent du spectacle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et peut-être aussi, parfois, prendre en compte le fait que tu vas pas forcément faire que des choses qui te plaisent. On n'a pas tout le temps des textes qui sont tous bien écrits ou avec de l'originalité, etc. Mm. Et je sais par exemple que quand je faisais mes émissions quotidiennes sur Twitch, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en mode, ah, on m'a dit que j'avais une voix, j'aimerais bien faire ce métier, ou alors depuis toujours je voulais faire ce métier, est-ce que tu peux me donner des conseils? Pas de problème. Et je commençais à discuter un petit peu avec eux hors stream. Euh, et, euh, et donc, je leur donnais des exercices de publicité pour qu'ils soient vraiment dans la réalité du métier. Et en fait, ils me disaient, ah non, mais en fait, ça me plaît pas. Bah oui, mais Ouais. Mm. peut-être que tu vas être obligé, entre guillemets, de faire aussi des choses qui ne te plaisent pas forcément pour pouvoir gagner ta vie. Ah, Jusqu'à c'est temps, parce peut-être. que c'est là où il y a du travail aussi, hein. C'est comme Exactement. l'institutionnel, hein. On a tendance à bouder un petit peu l'institutionnel, mais il y a du boulot, quoi. Ah Comme bah oui, oui, oui. e-learning. Mm. Clairement, clairement. Oh, moi, j'adore faire du e-learning. C'est quelque chose que j'ai pas du tout assez développé et là que je compte développer dans les mois Mm. qui viennent. Mais par exemple, le e-learning, moi, j'adore ça. Parce que quand les e-learning sont bien faits aussi, tu joues aussi un petit peu la comédie. C'est pas que de l'explainer et tout. Donc voilà. Mais oui, 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 faut être prêt à avoir ce côté gestion d'entreprise et ce côté, euh, je disais. L'autre côté, voilà, ça c'est mon Entrepreneur. cerveau. Entrepreneur, ouais. Mm. Je sais plus, il y avait un autre truc que Ah. l'entrepreneuriat, Mm. mais c'est pas grave. Euh, les gens qui ont suivi cette conversation depuis le début, ça va. Je voulais faire un résumé, mais mon cerveau, il est parti ailleurs. En gros, tu as quand même parlé du côté entrepreneur où on ne faisait pas que ça. Oui, Pas c'est ça. Ah oui, que. c'est Voilà. entrepreneur et faire des choses qui te plaisent pas Oui, ouais, forcément. c'est ça. C'était ça Mm. les deux Les deux, choses. ouais, c'est ça. Voilà. Si, je suis un petit peu quand même, hein. Par la force de présenter. T'inquiète, t'inquiète. J'ai été à ta place aussi et des fois, t'es tellement Faut pas que j'oublie de lui dire ça et de lui poser telle question que des fois, tu perds un peu le fil. Donc, C'est c'est ça, bah, des normal. fois je note un petit peu, c'est vrai. Est-ce que tu as un fantasme, quelque chose que tu rêverais de faire, outre le fait de vouloir être peut-être directrice artistique un jour? Est-ce que tu as aussi quelque chose que tu as vraiment envie de faire, d'être la Doubler voix un du... Disney. Ouais, Double Disney? Non, c'est la blague éternelle avec mes amis et ma communauté. Mais c'est vrai que j'ai une de mes meilleures amies un jour qui m'a dit, oui, bah, de toute façon, tant que t'as pas doublé un Disney, mais elle le disait sérieusement, tu vois. Et c'est en mode, Euh, mais d'accord. Donc en fait, mon métier n'existe pas tant que je j'aurais pas doublé un Disney. Pas de problème. Alors oui, tu soulèves quelque chose d'intéressant, où beaucoup, quand on dit qu'on est comédien voix, oh, je t'ai jamais entendu à la télé. C'est ça, c'est ça. Il y a pas et la télé, c'est un format, mais il y en a Exactement. tellement maintenant en plus. Dans quoi je t'ai déjà entendu? Euh, je... Oui. Sûrement plein de trucs, mais tu peux me donner le garagiste qui est à côté de chez toi et peut-être c'est moi? Oui. Tu sais pas. Ok, Donc bon. ouais, Sinon, ouais, outre doubler, Disney, doubler non? un grand film d'animation, ça, ce serait Ouais. vraiment un goal ultime parce que j'adore hein, et parce que ça nous a tous fait rêver et ça continue de Mm. nous faire rêver ce genre de, de, de film d'animation. Donc ouais, ça serait génial de faire ça. Et quelqu'un qui n'a jamais entendu ta voix, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta signature? C'est quoi la signature Cécile? Enfin, c'est une signature Cibou. Est-ce que j'ai une signature? Bah, ma voix est ma signature déjà de base. Ouais. Alors, on s'entend jamais comme les autres nous entendent, même si nous, bah, on est obligé de se réécouter, donc on sait quelle voix on a. Mm. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'assez difficile quand on n'a pas l'habitude aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout ma voix et avant de faire de la radio, je pouvais pas m'écouter. Puis alors maintenant, Aucun c'est problème, aucun ouais. problème Mm. là-dessus. Mais non, moi je dirais plus que c'est mon timbre
Ouais, Est-ce qu'il y a j'aime un pas. style, une patte Oui et non, c'est-à-dire que c'est sûr que moi j'aime beaucoup plus tout ce qui est interprétation très pétillante, dans la joie de vivre, dans la sincérité, un peu dans le pétage de câble aussi, tu vois, comme pourrait le faire. Alors je me compare absolument pas, attention, mais une Dorothée Pousseau, tu vois, qui va pouvoir être capable de faire des trucs super calmes et qui va te péter des câbles parce qu'elle a ce grain de folie. Et moi j'adore les textes où je peux laisser parler mon grain de folie. Maintenant, ouais, mon grain de voix et ma joie de vivre, ce serait peut-être ma signature. Mais pour toi, c'est quoi la nuance ou l'émotion qui est la plus difficile à faire passer par la voix? Est-ce qu'il y a aussi euh, des... J'ai perdu le fil, tu vois, justement, on en parlait il y a 5 minutes. Mm. Une question importante, je sais plus laquelle, ça va peut-être me revenir, mais est-ce qu'il y a un exercice en particulier? Oui, si, est-ce qu'il y a un exercice en particulier qui est le plus difficile pour toi? Je dirais pour l'instant, peut-être le doublage de ce qu'on appelle du live, donc c'est-à-dire des films et des séries avec des vrais acteurs, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en faire en vrai. Hmm. J'en ai fait, évidemment, lors de différentes formations. Et en fait, ça t'ouvre une palette d'émotions qui est infinie. Et donc, je pense que tu peux prétendre à jouer des rôles importants qu'au bout d'un certain temps où voilà, tu as roulé ta bosse sur des plus petits rôles. Et c'est vrai que rendre crédible une vraie scène de tristesse ou de colère, etc., ça demande un engagement émotionnel et physique que j'ai pas encore eu l'occasion de donner, que j'aimerais vraiment donner. Mais après, pour l'avoir fait en formation, c'est pas spécialement difficile d'y arriver. C'est plus difficile d'y arriver rapidement. Et c'est vrai que là, les délais dans le doublage, bah, ils sont de plus en plus courts, toujours pour des questions de budget. Et donc, c'est aussi ça la difficulté de comédien de doublage, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde et il faut être efficace rapidement. Hmm. Sinon, on te remplace par quelqu'un d'autre. Et du coup, ouais, peut-être des scènes, voilà, très très émotionnelles, mais plus dans le côté triste et dark. Parce que j'ai trop de joie de vivre à l'intérieur de moi. Ah, ok, donc le côté Ouais, plutôt triste, quoi, qui est le ouais, plus ouais, difficile. ouais. Eh ben écoute, merci, on arrive vers la fin de l'émission, là. Ok. Où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver en ce moment? Est-ce que tu as des actus, une vidéo, un stream, un podcast à recommander, voilà. Ou est-ce que tu as envie Euh, de parler aussi de quelque chose, un sujet? T'es libre. euh, non, pas en particulier. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour conclure tout ça? Bah déjà, merci de l'invitation. Merci à toi et Et ton chat. ah ouais. C'était très chouette d'échanger autour de tout ça. Ouais. Euh, ouais, moi, mon souhait le plus cher, c'est ça, c'est que le milieu des intermittents du spectacle et des comédiens au studio se travaillent plus ensemble et se serrent plus la main et se rendent compte que voilà, on n'est pas juste des comédiens qui cassent le marché ou des mauvais comédiens. Il y en a hein, aussi, mais il y en a aussi dans le doublage des mauvais comédiens. Et du coup, que voilà, il y ait beaucoup plus de solidarité, surtout par les temps qui courent avec l'avancée de l'IA. Et au-delà de ça, bah, les gens peuvent me retrouver tous les jours en story sur Instagram notamment, et dans les mois qui viennent où je vais essayer de créer des petites capsules qui vont un peu plus parler du métier. Hmm. Et après, tu m'as dit recommandation aussi. Je Oui, ce vous que... Ouais. recommande Hmm. ouais, une chaîne YouTube qui s'appelle Frame and Game Investigation, qui est Ok. fait par Morgane Dufour, qui est directeur artistique, Ouais. technicien son, Hmm. et qui là réoriente sa chaîne vers
un contenu plutôt journalistique autour du monde du jeu vidéo et du doublage et de la voix. Et il a pas mal de projets pour cette chaîne et il avait déjà sorti pas mal de vidéos qui sont très intéressantes sur le métier. Donc voilà, je vous invite à chercher tout ça sur YouTube parce que il y a des belles choses qui vont venir sur cette chaîne, je pense. Ok, bah super, bah merci pour le partage. Et ben merci à toi, Génial. Alexis. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de bienveillance dans ce métier. Tu vois, tu parlais de se serrer les coudes. Je trouve que quand même, de manière générale, il y a une certaine bienveillance, quoi. Entre comédiens de Oui, voix où on se connaît pas forcément, mais que on échange plutôt pas ouais. mal. Et voilà, on s'entraide sur des trucs, donc c'est plutôt Je cool. déplore malgré tout qu'il y en ait certains qui fassent de la rétention d'informations parfois, Ouais. parce que par peur peut-être. Enfin, de toute façon, c'est la peur qui régit pas Mm. mal de choses dans ce monde. Mais du coup, oui, il faut tomber aussi sur les bonnes personnes. Il n'y a pas, c'est pas tout rose dans le métier de la voix off non plus, hein. Il y a beaucoup de bienveillance pour la plupart des gens, mais il y a aussi pas mal de gens qui se méfient, qui ont peur qu'on leur prenne la place ou qu'on leur pique les clients. Mais comme je disais tout à l'heure, le boulot, il va à la voix qui est faite pour le produit en question et point barre. Donc oui, moi, en tout cas, j'essaye de véhiculer au maximum cette bienveillance et ce partage. Mes réseaux sont toujours ouverts. Je suis disponible aussi sur une plateforme qui s'appelle Discord, Mm. où je suis connectée quotidiennement et où je réponds aux messages sans aucun problème. Eh ben super, ben on n'hésitera pas. Ouais, Merci à toi. C'est merci une bonne journée. Puis, et hâte de voir et on tes s- prochains invités. Ah bah super. Bah déjà, regarde les épisodes Oui, précédents. je vais faire ça. Tu les as pas vus. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, portez-vous bien. Ciao. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.